Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rapport annuel de l'ENISA sur le panorama de la menace cyber avec Jamila Boutmer. Bonjour Jamila. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Paul Amar. Bonjour. Alors Jamila, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc je suis Jamila, je suis chef du bureau de l'analyse de la menace au sein de la division des opérations et de la situational awareness au sein de l'ENISA. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'ENISA, est-ce que tu peux nous dire deux mots ? Alors l'ENISA est l'agence européenne pour la cybersécurité. Son siège est basé à Athènes. Nous avons un bureau de représentation à Bruxelles. Et donc, au sein de cette agence, nous avons diverses divisions qui sont là essentiellement pour soutenir les États membres et faire en sorte qu'il y ait une approche coordonnée de la cybersécurité. Donc, que ce soit par l'organisation d'exercices, par exemple, tout ce qui est certification également, un soutien pour la mise en application de certaines directives ou policies. Par exemple, l'ENISA est particulièrement connue pour son soutien par rapport à NIS 2. Nous avons également toute une division qui est consacrée à ce que l'on appelle les réseaux ou networks, parmi lesquels le CNW, donc les CSIRT européens, et Cyclone. Donc Cyclone est plus orienté sur la gestion de crise, notamment sur les incidents cross-border, donc transfrontaliers, et avec un impact significatif. Et le CNW, c'est plutôt l'aspect opérationnel, donc avec des échanges d'informations au quotidien entre les différentes agences nationales des États membres, ainsi que, bien évidemment, le CERT-EU. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à publier ce rapport ? Donc l'ENISA se prête à l'exercice depuis 4 ou 5 ans maintenant. L'idée est de rendre compte de la situation de la menace cyber au plus grand nombre. Notamment, bien sûr, notre cible principale, ce sont les autorités nationales des États membres, la Commission européenne, le Conseil européen, etc. Puisque l'idée, bien sûr, c'est de documenter la menace, mais c'est aussi de faire en sorte que ça participe de la réflexion autour des aspects, de ce que je disais tout à l'heure, la policy. Donc faire en sorte que ce soit au plus près de la situation que connaissent les organisations au sein des États membres. Et puis c'est aussi de familiariser le plus possible peut-être le milieu académique ou les personnes qui s'intéressent à la cyber, mais sans forcément trop s'y connaître. Donc l'audience est relativement large pour ce rapport. Et comment est construite cette analyse ? Alors si on s'intéresse particulièrement à la méthodologie, on a publié une mise à jour de la méthodologie de ce type de rapport. Donc pas forcément de ce rapport, mais de tous les panoramas de la menace que l'on publie, puisqu'il y a bien sûr ce rapport annuel et il y a aussi des rapports qui s'intéressent plus particulièrement à certains secteurs, notamment des secteurs NIS 2. Le dernier rapport pour lequel on a publié une analyse sectorielle en source ouverte, cela s'entend parce qu'évidemment, au quotidien, on publie d'autres rapports, mais qui sont plutôt en source fermée. Là, on parle des rapports en source ouverte. Donc, c'était plutôt cette année sur la finance. Et à venir, nous allons également publier un rapport sur l'administration publique. Donc, pour ces rapports, pour ces panoramas, on a détaillé la méthodologie en prenant typiquement le cycle Intelligence Life Cycle, donc avec toutes les étapes, que ce soit de la collecte des données sur la base de ce que l'on appelle les Priority Intelligence Requirements. Donc pour nous, c'est relativement simple, puisque tout ce qui concerne les menaces cyber auxquelles les organisations européennes font face sont d'un intérêt particulier pour nous. Donc c'est notre principal PIR. Et ensuite, comme on ne peut évidemment pas
tout suivre, puisqu'il y a énormément de publications chaque jour en source ouverte. On a une priorité des informations qui vont intéresser nos principales audiences. Et donc, à la suite de cette collecte, on va évidemment faire en sorte de valider les informations, que ce soit en accordant un certain score aux sources qui vont publier ces informations. Et puis ensuite, l'idée, ça va être de réaliser des analyses en essayant de comparer, de faire de la corrélation et essentiellement aussi, c'est très important, de contextualiser l'information. Parce qu'en soi, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les personnes qui liront ce rapport puissent évaluer leur exposition à telle ou telle autre menace en fonction, par exemple, de leur implantation géographique, de leur secteur d'activité. Mais du coup, ces secteurs d'activité, ces cibles, vous les choisissez comment en fait c'est par un processus législatif ou vous décidez de vous saisir de quelque chose parce qu'il y a un regain d'intérêt des attaquants, par exemple, ou vous faites par rapport à ce qui vous est remonté par le terrain ? Essentiellement ce qui est remonté par le terrain ou ce qui est rapporté en source ouverte. Donc l'idée, bien évidemment, au quotidien, c'est de suivre en priorité les secteurs NIS2. Donc il y en a 18, je vais peut-être pas tous les lister, mais pas que. Et donc ce qui est intéressant justement dans ce genre de rapport, parce que l'annuel, ça permet aussi d'avoir du recul un peu par rapport à des rapports hebdomadaires ou mensuels. Et là, ce que l'on a pu constater, ce sont deux choses. La première, c'est qu'il y a un petit souci, justement, Paul parlait de méthodologie tout à l'heure, en fonction de la manière dont les éléments d'une campagne ou d'un incident cyber sont rapportés, on n'aura pas nécessairement beaucoup de clarté sur le secteur ciblé. On va plutôt avoir une approche géographique. Donc un éditeur qui rapportera que tel ou tel pays ou telle région a été ciblé sans nécessairement donner d'éléments par rapport au secteur qui est touché. Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas une agence nationale qui peut vous préciser les choses ? Alors oui, on a ce cycle de validation, effectivement. En revanche, étant donné que c'est un document TLP Clear, ce n'est pas forcément des éléments que l'on rapporte dans ce rapport annuel. Ce sont des éléments qu'on va plutôt garder pour des rapports qui circuleront dans un cercle un petit peu plus fermé, tout simplement parce que, voilà, vous savez comment ça se passe dans les communautés et les réseaux de partage d'informations. La confiance est absolument cruciale. Et en l'occurrence, lorsqu'on a ce niveau de granularité dans le partage d'informations, l'idée, ce n'est pas forcément de partager avec le tout venant. On a en revanche d'autres rapports qui sont basés sur d'autres sources, notamment avec les dispositions de NIS2. Il y a tout un cycle de reporting qui est prévu par cette directive et donc qui permet, comme ça a déjà été le cas dans d'autres rapports publiés en source ouverte, de fournir un panorama, mais avec des données agrégées et anonymisées. Donc voilà, ça permet d'avoir soit une vision un peu panoramique, soit apporter des détails un petit peu plus précis. Ok, mais du coup, tu n'as pas répondu à la deuxième partie de ma question sur les secteurs d'activité. Oui. Et donc, pour la deuxième partie de la question, encore une fois, donc on s'intéresse vraiment à tous les secteurs. Et là, ce qu'il est intéressant d'observer et ce que l'on détaille aussi dans le rapport, c'est que dans le top 5 des secteurs qui ont été les plus ciblés ou impactés, un secteur n'est pas nécessairement ciblé, mais en tous les cas impacté, si l'on exclut bien évidemment les secteurs inconnus, on retrouve des secteurs qui font bel et bien partie de la liste NIS2. Donc, ce qui permet en quelque sorte aussi d'avoir ce cercle vertueux où la menace va alimenter ce genre de directive et où ensuite on va pouvoir confirmer que la directive est relativement pertinente puisque, effectivement, dans le top 5, on retrouve bien des secteurs qui ont été identifiés comme critiques ou essentiels. Et quels sont les chiffres marquants cette année ?
Eh bien, justement, restons sur les secteurs peut-être, puisque on en parlait tout à l'heure, l'administration publique au sein des États membres est le secteur qui a été le plus impacté par la menace cyber sur la période du rapport, donc juin 2024, juillet 2025, avec 38,2% des incidents que nous avons identifiés qui impactaient ce secteur. Si on veut donner d'autres données, je pense qu'il est intéressant, même si bien sûr c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais le phishing reste un vecteur d'intrusion initiale significatif, puisque dans les incidents que nous avons identifiés en source ouverte, 60% de ces incidents démarraient avec du phishing, donc que ce soit vishing, smishing, quishing et autres joyeusetés. Et bien sûr, les vulnérabilités, et ça c'est un gros sujet cette année pour l'ENISA. On avait, il me semble, 21,3% des intrusions qui démarraient par l'exploitation d'une vulnérabilité. On n'avait pas forcément beaucoup de visibilité sur la part de 0D versus la part de ND. Mais voilà, ça reste une statistique à prendre en compte justement dans la posture de cyberdéfense à adopter. Comment vous travaillez avec le secteur privé? Parce que j'imagine que malgré tout, vous êtes limité en ressources, vous n'avez pas forcément la visibilité sur tout. Il y a peut-être des moments où vous avez besoin de coopérer avec, on va dire, des entreprises ou ces éditeurs de logiciels, pour la plupart, sont privés. Tout à fait. Encore une fois, une double réponse pour cette question. Alors la première, c'est que pour ce qui concerne la collecte de données, nous sommes accompagnés par une boîte privée, un service provider européen, qui nous aide justement sur la base des Priority Intelligence Requirements que j'expliquais tout à l'heure, à aller crawler toutes les sources qui seraient susceptibles de nous intéresser, à plus forte raison parce que bien sûr on a tous plus ou moins notre catalogue de sources dans toutes les équipes CTI avec certains éditeurs qui publient à fréquence plus ou moins régulière, toujours au même endroit, etc. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'aller rechercher des sources en local. Donc pour chaque État membre, d'avoir des informations qui sont issues de sources locales et qui passent parfois un petit peu au travers des mailles du filet. Donc ça, c'est le premier aspect de la réponse. Et ensuite, pour le second aspect de la réponse, l'ENISA a depuis 2023 maintenant un programme au sein duquel on partage de l'information avec les partenaires privés. C'est une information qui est disponible sur notre site internet. Nous ne communiquons pas forcément sur les entreprises qui font partie de ce programme, mais voilà, il s'agit d'un programme non commercial basé sur la base du volontariat. Et avec ces entreprises, nous organisons de manière régulière des ateliers de partage d'informations où, en fonction justement de nos analyses, on demande confirmation, infirmation, plus de détails, etc. Ce qui nous permet aussi, dans certains cas, d'être une plateforme. Et si les États membres, au travers des réseaux dont je parlais tout à l'heure, donc CNW et Cyclone, ont des questions particulières et n'ont pas de relations préexistantes avec certains éditeurs, mon équipe est en mesure de s'adresser justement à ces éditeurs pour être une sorte de proxy et poser des questions un petit peu plus détaillées sur certains aspects de la menace cyber. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre si on est intéressé par ce programme, par être mis en relation? On s'adresse au service presse, dont l'adresse est disponible sur le site internet de l'ENISA, qui redirigera les sollicitations, sachant que nous en recevons de très nombreuses depuis que nous avons communiqué de manière publique sur ce programme. Combien de temps prend la réalisation de ce document-là et combien de personnes en interne participent ? Très bonne question. Justement, le gros travail de cette année, c'était vraiment d'internaliser ce rapport. Donc, c'est un rapport qui a été écrit exclusivement par des officiers de l'ENISA. Donc, mon équipe, que je salue au passage, l'équipe Threat Analysis Services,
Et donc nous sommes présentement 10, mais à l'époque nous étions 8. Et donc c'est un travail pratiquement à temps plein depuis janvier, sachant que l'intérêt d'avoir mon équipe qui rédige désormais ce rapport, c'est que c'est très cohérent avec tous les autres types de rapports que nous faisons, que ce soit bimensuel, trimestriel, etc. Donc ça nous a un peu facilité la tâche d'avoir justement ces rapports plus fréquents pour alimenter notre réflexion et donner quelques tendances lourdes par rapport au travail que nous faisions en amont dans d'autres rapports. Et donc, bien sûr, en juin, tout le monde se réveille et là, on passe l'été à travailler sur ce rapport avec la communication qui nous supplie pour qu'on leur envoie enfin un brouillon final pour qu'ils puissent faire de jolis graphes et faire la correction, la relecture. Et voilà, j'en profite aussi pour les remercier pour leur grande patience. Je tiens à souligner aussi qu'on a tout un cycle de relecture et de validation externe. Et donc, pour revenir à la question que posait Nicolas, cette année, nous avons aussi expérimenté une relecture par nos partenaires privés. Donc voilà, ils ont pu aussi vérifier que ce que l'on indiquait n'était pas tout à fait déconnant. Plus important encore, les membres du CSIRT Network ont aussi eu l'occasion de relire et de valider le rapport avant publication, parce que l'idée, c'est qu'on ne soit pas complètement déconnecté du terrain, sachant que l'ENISA ne participe pas à la réponse à incident. Tous les éléments d'information que l'on a ne sont pas de première main. C'est nécessairement toujours de la seconde main. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir leur point de vue. Pour que les auditeurs se rendent compte, ton équipe, c'est 10 et à l'époque, c'était 8. Mais l'ENISA, dans son ensemble, c'est combien de personnes ? C'est 150 personnes à peu près, l'ENISA. Oui, parce que les gens, peut-être, ils ont entendu parler des 600, 700, enfin, on ne sait pas exactement, de la NSSI en France. Donc peut-être ils peuvent s'imaginer des choses sur l'ENISA. Non, l'ENISA, c'est une toute petite agence. Tout à fait. Je pense que l'on est l'une des plus petites agences opérationnelles en Europe, puisque CERT-EU sont plus nombreux et Europol, EC3 sont aussi plus nombreux que nous. Est-ce qu'il y a des points dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais aborder ? Non, je pense qu'il y a un point que j'aimerais souligner, c'est quelque chose que l'on ne faisait pas auparavant. Et après consultation, bien sûr, en interne déjà, bien évidemment, puisque c'est quand même une sacrée responsabilité. Et puis aussi de nos partenaires au sein d'autres agences européennes. C'est la première fois que l'ENISA communique sur la menace associée aux intérêts stratégiques étatiques. Bien sûr, tout le temps en se référant à des éléments de sources ouvertes et à des imputations ou des attributions qui ont été faites par des agences nationales, par des autorités nationales, qu'elles soient européennes ou non. Et je pense que c'est important de communiquer là-dessus, parce que si on se base uniquement sur un aspect purement statistique, on se rend compte, par exemple, que la menace liée au phénomène activiste est quand même relativement considérable, puisqu'on a affaire à des centaines de DDoS par jour. Et finalement, quand on regarde un petit peu les chiffres d'un point de vue cyberespionnage, ils sont relativement faibles. Donc je pense qu'il ne faut pas s'y méprendre et considérer que l'activisme est la nouvelle menace prioritaire auxquelles les organisations européennes font face. Certes, l'objectif est vraiment bien de perturber la business continuity des organisations, et puis un petit peu de faire diversion, et puis un petit peu de faire des campagnes d'influence. Pour autant, sur le moyen et long terme, la menace la plus considérable, parce que je ne trouve pas de meilleur mot maintenant, est bien le cyberespionnage, puisque évidemment il y a un doute sur l'exhaustivité des éléments auxquels on a accès. Donc voilà, les chiffres ne reflètent malheureusement pas la réalité, mais surtout l'impact sur les aspects vraiment stratégiques, critiques des États n'est pas négligeable. Donc ne vous laissez pas leurrer par les chiffres.
bien sûr, l'activisme est une nuisance. Mais voilà, les ransomware et le cyberespionnage sont particulièrement préoccupants. Mais tu penses qu'il y a encore des CSIRT qui gardent confidentiels des incidents qu'ils ont traités et qui les remontent pas quand ce sont des cas d'espionnage, des situations qui n'ont aucune visibilité publique et qui sont donc particulièrement graves. Parce que l'avantage d'un rançongiciel, c'est que souvent ça se voit. Alors que l'espionnage, évidemment, comme c'était bien fait, ben, ça s'est pas vu pendant plusieurs années avant que ce soit découvert. Et tu penses qu'il y a des CSIRT aujourd'hui qui font pas remonter ça, et donc on n'a pas encore une bonne vision, ou est-ce que finalement, avec toutes ces, entre guillemets, les obligations qui commencent à arriver, bon ben, ça va remonter à chaque agence nationale qui va les remonter à vous? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, Hervé. La première, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, je n'ai pas de doute quant à la volonté de partager de l'information pour sensibiliser, pour faire en sorte que les indicateurs de compromission soient partagés, pour que l'information circule le plus rapidement et le mieux possible, pour que d'autres organisations puissent se prémunir de la menace. En revanche, le temps, comme tu le disais, que l'organisation concernée détecte l'intrusion et ensuite réponde à l'incident et ensuite fasse en sorte de dégager l'attaquant de ces systèmes et de rétablir tout correctement, forcément ça prend du temps. Donc on a tout le temps un décalage et c'est un peu ça le souci de la statistique pour les incidents liés à la menace étatique. C'est que, en fait, entre le moment où l'incident est détecté et le moment où l'information est partagée, on peut avoir entre 6 mois et 3 ans de décalage parce qu'ensuite, il peut aussi y avoir une volonté politique d'associer l'attaque à un certain mode opératoire adverse et potentiellement à une certaine origine. Et ensuite, il y a tout un process qui est propre à chaque État membre pour valider l'attribution, donc on parle bien d'attribution politique, et ensuite de communiquer dessus. Donc je ne pense pas qu'il y ait une volonté nécessairement de cacher, je pense qu'on a un petit peu passé le cap du, j'ai envie de dire name and shame, c'est pas exactement ça, mais en tous les cas, je pense qu'il y a moins de honte à partager ce genre d'informations, mais c'est juste que le process peut être relativement long. Pour illustrer, on peut dire quand même que 7%, dans la typologie des impacts, 7%, c'est lié au cyberespionnage. C'est quand même énorme, parce que normalement, ce sont des attaques qui doivent rester silencieuses par nature, on ne se rend pas compte. Donc 7% des incidents qui sont liés à l'espionnage, je trouve que c'est énorme. Quand même, nous, on a de la détection haut de gamme. Je suis d'accord. Forcément, si on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants de la typologie des attaques, je pense que c'est facile de penser que du coup, l'activisme est la menace prioritaire. Tu voulais ajouter autre chose sur la remarque d'Hervé tout à l'heure? Oui, il y a aussi des enjeux de sécurité nationale. Donc, c'est pas forcément quelque chose sur lesquels les États membres sont en mesure de communiquer, tout simplement parce que les dispositions légales ne le permettent pas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le reporting, vous verrez souvent dans les textes européens, ils sont rarement contraignants à l'encontre des États membres. Donc, en l'occurrence, le reporting au regard de NIS 2 est obligatoire. En revanche, personne n'a défini de standard pour ce qui constitue un incident à impact important. Donc, la terminologie utilisée est large impact. Qu'est-ce que ça veut dire large impact? Est-ce que large impact pour un État membre A, ça veut dire la même chose que l'État membre B? C'est pas certain. Un autre aspect, c'est les aspects cross-border, donc transfrontaliers. Ça aussi, c'est soumis à un reporting obligatoire. En revanche, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'impact qui est cross-border ou est-ce qu'on parle de l'attaque qui est cross-border? Et en l'occurrence, pour le moment, il n'y a pas de consensus à ce sujet, ce qui justifie que l'ENISA a initié dans le cadre de la révision de la Blueprint, qui est un petit peu le texte fondateur pour nous, a initié un atelier de taxonomie
pour faire en sorte que nous puissions tous, pas forcément nous aligner, mais en tous les cas nous comprendre quand nous employons notamment ces deux termes. Ok, Jamila, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Eh bien oui, volontiers. Donc n'hésitez pas à aller lire le rapport annuel. Il n'est certainement pas parfait. On a essayé de faire au mieux. Mais il est possible que vous ayez des questions, que vous ayez des suggestions. Et nous sommes tout à fait preneurs. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui est indiquée. Et donc pour rappel, c'est etl@enisa.europa.eu. Et c'est très étrange de le dire en français. Eh bien, le message est passé, est clairement passé. Merci Jamila, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.